Apéro spécial fin de saison régulière. Salut tout le monde. Comment ça va Alex? Bien. Le classique. Oh, il y en a qui ne le connaissent pas ce classique. Installez-vous tranquillou bilou en espérant que vous allez bien sur ce week-end. À chaque fois qu'on lance une saison NBA, on se retrouve et après le All-Star Break, Alex, on se pose une question, c'est il y a une vingtaine de matchs à jouer, on parle de fin de saison régulière, et il y a toujours des petits trucs qu'on va mettre un peu les jumelles et se dire faisons un surveille, ouais. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Il y en a plein que tu as sélectionné, il y en a plein que j'ai sélectionné. C'est ça, période clé pour pas mal de sujets, pour ceux qui tankent, ceux qui visent les playoffs, ceux qui reviennent de blessures. Oui. Plein de cas de figure différents. Plein de dynamiques différentes, plein d'objectifs différents. Il y en a, on ne le rappellera jamais assez, Ceux qui sont fans de franchise. Tout à fait. Il y en a qui... je sens qu'on va en parler. Il y en a, attention, qui peut-être regardent cette vidéo ou nous écoutent et à qui on pense fort, à qui on fait des bisous, dont leur équipe ne jouera plus dans 6 semaines pendant 8 ans. Non mais vraiment, à chaque fois Alex, on l'oublie parce que c'est la folie des playoffs. On finit sur un banger le dimanche 9 avril avec 15 franchises, 15 matchs, 30 équipes qui jouent. Mais il y a un paquet d'équipes là où en fait t'aimes bien tel joueur, genre je sais pas moi, Jalen Green ou Killian Hayes, et en fait la prochaine fois qu'on te revoit c'est en octobre. Bah c'est clair, il y en a qui vont avoir là les fameux 6 mois de vacances quoi. C'est ça. Les fameux. Les fameux. Très très agréable ces vacances. Quand même, c'est pas compliqué. Il y a maintenant avec le play-in, allez, ça change un peu. Mais bon, une fois que tu es en play-off, tu as quand même 14 équipes qui sont en vacances mi-avril. La moitié de la ligue est en RTT. Bah ouais, quand même, c'est violent. Donc dans tout ce contexte, dans ceux qui vont viser des joueurs français de 2m24 et ceux qui visent le Larry O'Brien Trophy, on a décidé d'isoler 10 choses à observer. Vous connaissez ce classique, parfois on fait Est d'un côté et Ouest de l'autre. Là on s'est dit, tu sais quoi, on va faire une grosse mashed potatoes et on va en parler dans une seule vidéo. Donc évidemment on vous attend vous aussi dans les commentaires, jeunes membres ou plus âgés de la commu Trash Talk. T'es prêt? Exactement. Eh bien écoute, parle aux anciens. Alex, qu'est-ce que tu vas observer de très très près sur cette fin de saison? Le duel à distance entre Cavs et Knicks. Oh, numéro 4 et 5. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, moi j'avais pas vu les Knicks capables de revenir aussi fort. Et donc pour moi, les Cavs, leur place dans le top 4, elle était quand même bien en place. Avec les Nets, là, Kyrie qui demande son trade et tout, Kevin Durant qui se barre à Phoenix et tout ça. Enfin tu vois, pour moi, les Cavs, ils étaient en mode genre cool, nickel. Bah non en fait. Non. Est-ce que tu connais Jalen Brunson? New York is back. Yes, même Randall. Hein. New York. Brunson est incroyable, mais Randall là, il s'est amélioré là. J'ai même vu un match là récemment. C'était quel match? J'en ai vu plusieurs des Knicks récemment, mais il y en a un ou deux où je me suis dit non mais les Nets. Ça y est, il fait les efforts quoi. Non, pas les Nets. Les Celtics, ils ont pas joué les Celtics. Je crois que c'est des Celtics. Ouais. Les efforts et tout. Randall en défense. Quentin Grimes, moi j'aime bien. McBride, j'aime bien. Donc t'as Brunson, RJ Barrett, tu vois. Enfin, franchement, cette équipe des Knicks est surprenante, faut le reconnaître. Ils sont relous. Il y a du talent. Au moment où on fait cette vidéo, alors évidemment, d'ici là qu'on l'upload, forcément ça aura bougé, mais au moment où on fait cette vidéo, d'ici là qu'on l'upload, voilà, c'est pour ça que je dis ça. On a des petits soucis d'upload. Mais ils sont sur 7 victoires de suite, 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils jouent bien. Jalen Brunson, bon bah l'autre, on est là, genre bientôt, on va voir, là, vous allez voir, bientôt ça va sortir, ça sera même plus des hot tech, les mecs vont te dire, les Mavs ont perdu. Jalen Brunson, c'est supérieur à Kyrie. Et comme ils ont perdu Dorian Finney-Smith dans l'équation, qu'est-ce que c'est que cette connerie du management des Mavs? On n'en est pas encore là, mais je vous dis... On en est déjà là. Ah bon? On en est déjà là, mais bien sûr qu'on en est déjà là. Bon, en même temps, mais c'est les fans des Mavs, c'est pas la globalité des observateurs. C'est pas les observateurs objectifs comme nous. Par exemple. Pas les experts. Ouais. Non, mais vous voyez, donc mais Brunson, faut reconnaître. Moi, je pensais pas que Brunson pouvait avoir ce niveau et le tenir en plus, parce que là, ça fait un moment qu'il est l'autre. Attention, fort au tir, ça drive, ça fait très peu d'erreurs, bonne gestion, clutch. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, c'est Allen Brunson, quoi. Tout à fait. C'est avec des pourcentages sérieux, parce que bon, bref. Mais donc les Knicks, moi, ils m'impressionnent et je les trouve très intéressants, bonne profondeur. Il y a le côté Thibodeau, mais qui finalement se marie pas si mal avec plusieurs joueurs de l'effectif. Ça, il y a du hustle, le Madison Square Garden qui pousse. Et du coup, les Cavs, en fait, ils ont pas une si grosse avance que ça. Alors, ils ont largement les moyens de finir devant les Knicks, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il va pas falloir déconner. Nope. Et comme en plus,
petit à petit, L'oiseau fait son nid. bon, déjà, le top 1-2, à mon avis, c'est torché. Même pour les Sixers, ça va être compliqué. Pour les Cavs, aller chercher les Sixers, mathématiquement, c'est encore largement possible, mais ça va pas être gagné. Finalement, ils doivent limite plus regarder derrière que devant. Oui. Donc, ce duel à distance m'intéresse beaucoup, puisque c'est potentiellement un duel à distance pour l'avantage du terrain au premier tour de playoff. Et entre le 4 et le 5, ça s'affronte. Tu vois ? C'est-à-dire que si tu me demandes aujourd'hui, à l'Est, par rapport au jeu de classement, quelle est la série qu'on a le plus de chances de voir, je te réponds Knicks-Cavs. Mais est-ce que c'est Cavs-Knicks ou Knicks-Cavs ? A priori, quand même plus Cavs-Knicks. Mais. Attention. Et alors, j'aime beaucoup cette série d'avance. Enfin, ça me plaît beaucoup. Donc, ce duel à distance, ouais, je vais le surveiller. Chaque match des Knicks influe sur le classement potentiel des Cavs et inversement. C'est intéressant à suivre, j'aime bien. C'est vrai que New York séduit de fou là. Ils sont en train de trouver une dynamique super parce que tu te rends compte de la profondeur de l'effectif. Chacun a son rôle, même les Quickly avec Obi Toppin en sortie de banc. Hartenstein, c'est ce qu'il doit faire. Tout le monde a trouvé un petit peu son rôle, donc c'est vraiment super. Tu as l'impression qu'ils sont jamais hors du match. C'est toujours de se battre. Donc c'est vraiment super. Côté Cavs, évidemment qu'on veut cette série parce qu'en fait c'est notamment le froissage de Donovan Mitchell face aux Knicks, on l'a vu plus tôt dans la saison, mais c'était un match sur lequel New York se battait bien. Il leur a fallu un très très gros Donovan Mitchell pour essayer de les écarter, donc Cleveland partirait en favori sur la série. Mais attention, parce que la pire erreur à faire ces dernières semaines dans l'Est, c'est de prendre les Knicks un peu de haut. C'est clair. Parce que quand tu les prends de haut, le match dure 48 minutes et ils ont tendance à te rentrer dans la gueule. Et comme ils disent là-bas, Knicks are legit, quoi. Ils sont là, quoi. C'est une vraie équipe sérieuse. Ils sont encore plus sérieux que ceux d'il y a 2 ans, où ils se sont fait sortir au premier tour par Atlanta, là, ouais, mais sur le modèle 4-5 où ils étaient 4. Ils sont moins prévisibles, mieux organisés. Donc franchement, c'est intéressant. C'est un vrai duel à distance intéressant qui a de fortes probabilités de se finir sur un affrontement au premier tour de playoff. Donc je vais suivre ça de près. Ouais. Pour le contexte, évidemment, au moment où on parle, 26 défaites pour les Cavs, 27 défaites pour les Knicks. Donc c'est vraiment un mouchoir. Non, mais c'est ça, c'est serré. Est-ce que j'ai besoin de signaler que la veille du 1er avril, donc je sais pas si c'est le 30 ou le 31 mars, il y a un Knicks Cavs ? Voilà. Ouais, ça signale. Ça se souligne ou pas ? Ça se regarde. Ça se regarde. Non, mais bien sûr. Wow. Donc ça, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse. Voilà. Je suis bien d'accord. Évidemment, lorsqu'on parle de meneurs, lorsqu'on parle de Jalen Brunson, lorsqu'on parle de franchises qui font de grands choix, de grandes choses, en ce moment et jusqu'à la fin de la saison régulière et même des playoffs, la dynamique à Dallas, Kyrie, Luka, Jason Kidd. Parce que souvent, on a tendance à dire Kyrie, Luka parce que c'est le duo super, ils ont mis 80 points ensemble. Mais c'est Dallas dans l'ensemble. Il me fascine. Aujourd'hui, tout le monde a son regard posé sur Dallas chaque soir parce que ce sont les débuts de ce duo. Donc ils essaient de voir s'il y a les bons handshakes, tu vois, genre regardez comment ils s'entendent bien. Kyrie et Luka, vraiment, ils sont faits pour jouer ensemble. On vous rappelle le contexte pour ceux qui ne l'ont pas. Kyrie cet été, on est libre. S'il y a eu un transfert, c'est parce qu'il y a probablement eu du clin d'œil dans une éventuelle prolongation de Kyrie à Dallas. Peut-être. Il y a bien des choses qui ont eu des clins d'œil de Kyrie et qui ont changé au bout de 48 heures ou d'une rotation. Qu'est-ce qu'il y a de moins fiable qu'un clin d'œil avec Kyrie, franchement, une poignée de main avec Kyrie. Voilà. Et après, il y a la parole de Kyrie. Donc après, voilà. Mais honnêtement, il y a quelque chose de fascinant offensivement parce que je crois vraiment que cette équipe peut être un des poils à gratter de l'Ouest que tu ne veux absolument pas affronter au premier tour. D'accord, ok. Parce que Luka et Kyrie... Non, pas du tout. Si, ils sont dangereux, mais je crois pas du tout en ces matchs. Mais après, je peux me tromper. Hein. Donc, c'est ce qui fait... Pas de défense, t'as pas de front de court. Donc, c'est ce qui fait que je vais les observer de près, parce qu'en fait, tu viens de faire un transfert majeur en te séparant notamment de Dorian Finney-Smith et d'autres garçons, où tu as donc beaucoup misé quand même sur la table, où tu as dit, ok, on va récupérer Kyrie Irving. T'as beaucoup de talent. T'as beaucoup de talent, mais on est sur cette espèce de all-in dont on avait parlé avec Brooklyn où il faut que ça marche. Ouais. Il faut que ça marche parce que tu peux pas, je crois pas que tu puisses te pointer là après t'être fait sortir au premier tour et de dire tranquille, on va prolonger Kyrie. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Jalen Brunson où ils sont allés loin, ils se sont dit, on a Mark Cuban, le premier devant une caméra, a dit on est assuré, on a la possibilité de donner plus d'argent que quiconque, donc on va garder Jalen Brunson. Dans ton cul, tu viens d'en parler, il est avec les Knicks. L'autre, il a dit je vais aller à New York. Je vais aller à New York. Rien à faire. Et donc, du coup, chaque match m'intéresse. Et en ce moment, chaque déclaration, chaque conférence de presse de Jason Kidd, c'est une pépite absolue parce que il y a eu le comeback qu'on a vu récemment des Lakers face aux Mavs. Il y a eu des matchs qui ont été foirés contre Minnesota aussi par Dallas. Et donc, du coup, chaque soir m'offre l'opportunité de voir Kyrie Irving jouer au basketball avec Luka, ce qui est quand même pépite. Le retour de Maxi Kleber, donc là, sa réintégration dans le groupe pour apporter un peu de
défense, c'est quoi ce secteur intérieur, la pression Christian Wood. Sur le front de courte aussi, ça fait pas de mal. Donc, tu vois, en gros, je suis hyper intrigué par ces Mavs, que je regarde tout le temps, et parce que le management a pris une décision là, à la deadline, où il faut vraiment assurer. Non, bien sûr. Mais par exemple, tout à l'heure, tu as dit, il faut que ça marche, tu as dit. Oui. C'est quoi pour toi le palier, le plancher de résultats à obtenir pour commencer à dire, ok, c'est bon, ça a marché, entre guillemets. Cette équipe... Tu vas pas me dire que tu en fais un favori pour le titre. Je n'en fais pas un favori pour le titre. Voilà, c'est pas un contender même. Vite fait. Quoi. Je n'en fais pas un favori pour le titre. Quoi. Tout à fait. J'en fais pas un favori pour le titre. Par contre, ce que je veux voir, c'est s'ils ont une bonne dynamique, les deux zinzins là. Je suis d'accord avec Rick Carey, hein, quand il dit que t'as pas envie d'affronter Kyrie Irving et Luka Doncic au premier tour, je suis bien d'accord. T'as pas envie, évidemment. T'as pas du tout envie. Trop bien, ça, donc, sûr. Donc il faut absolument pas que tu joues le play-in, il faut que tu sois top 6 de l'Ouest, no discussion, je veux pas que ça chute, etc. Parce que là, donc déjà, ça va être une petite guéguerre. Ça déjà, c'est une petite guéguerre, exactement. Donc il faut que t'aies ça. Ensuite, sur un premier tour, t'es 6ème et tu affrontes du coup un Sacramento, la série est ouverte. J'adore les Kings, on aura le temps de faire une preview s'il y a une série comme ça. Attention. Luka plus Kyrie plus leur gars contre Sacramento, ils peuvent organiser les Kings, on va en reparler après. Mais je veux bien voir, parce que tu peux faire un upset. Si tu fais ce genre d'upset où t'es 6ème et 5ème et t'as battu le 4ème ou le 3ème, là t'es dans une dynamique positive, tu vois, pour aborder l'été. T'es sorti en demi face à une équipe qui était meilleure, mais au moins t'as fait une bonne chose. Il y a l'autre scénar. Tu commences à descendre un petit peu, tu fais du play-in, tu te fais défoncer par des Grizzlies par exemple au premier tour. Ou même t'as affronté les Suns sur un jeu de coup de dés et en fait tu t'es fait mitrailler la gueule. Bon, bah là, l'été, tu l'abordes comment ? Donc pour toi, il faut que ça marche, c'est genre aller au moins en demi de conf, quoi. Alors. Est-ce que s'ils vont en demi de conf, genre qu'ils passent le premier tour de playoff, pour toi, c'est que ça a marché ? Pour moi, si tu passes le premier tour, tu te donnes l'option de dire, regarde, il y a du potentiel, on peut, avec les ajustements de cet été, avec la marge financière qu'on peut essayer de créer, on peut... Donc être dans le top 6 et passer un tour, et plus ouais. si affinité, quoi. Ah ouais. Et non, mais c'est déjà des bons objectifs. C'est déjà des bons objectifs. Et tout ça avec la pression sur un coach où t'entends plus de fans de Mavs qui se plaignent, américains évidemment, et même français avec qui j'ai pu discuter de que fait Jason Kidd. Et alors là, si c'est un peu l'embrouille, genre Alex, il existe vraiment un scénario où en fait tu perds Kyrie Irving cet été, t'es hyper saoulé de ce qui s'est passé avec Jason Kidd. Il fait vous me faites chier. Et en fait, là, tu fais 3 pas en arrière. 5 pas en arrière. Parce que tu as lâché un pic contre Christian Wood, tu as lâché Jalen Brunson et tu as perdu Kyrie Irving. Le scénario existe. Non, bah, il existe de ouf. Moi, je les sens pas trop, les Mavs. J'adore pas leur move de la deadline. Donc, ne pas sentir une équipe après avoir fait un move de ouf il y a 3 semaines, c'est quand même... Bah ouais, mais après, c'est des moves, c'est comme ça. Et puis moi, je suis pas à l'intérieur du vestiaire. Et puis, je reconnais qu'il y a beaucoup de talent et que c'est une menace offensive absolument incroyable. Mais en playoff, quand ça se durcit, par exemple, l'année dernière, je pars du principe que le Jazz et les Suns ont, entre guillemets, facilité la tâche des Mavs sans leur enlever du crédit, mais tu vois, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais il y avait une ossature, un truc de la défense, des soldats, des soutiers autour de Luka, il y en a moins, et à la place, il y a Kyrie, donc à la place, il y a plus de talent, clairement, mais bon... Quand ça va être un combat, ils vont faire comment ? Exactement. Je demande à voir. Je sais pas de... Donc obligé de suivre Dallas. Il faut que ça marche, je suis d'accord. J'ai du mal à voir comment ça va vraiment marcher, en fait. Voilà, c'est ça un peu mon truc. J'entends. Point suivant, mon cher Alex. Je vais rester à l'Est, puisqu'après, je vais m'en aller à l'Ouest. À l'Est, j'ai un deuxième truc dans le haut du classement qui m'intéresse beaucoup à suivre. Là, c'est pas vraiment un duel à distance comme Knicks Cavs, ce sont des dynamiques en parallèle de deux équipes, les Celtics et les Sixers. Les Celtics où il y a un petit coup de mou, mais rien de comment dire, de quoi paniquer, mais un petit coup de mou quand même par rapport au début de saison. Mais ça va, l'équipe reste à 70% de win, ils sont là. Hein. Mais voilà, il y a eu quelques blessures, quelques hauts, quelques bas. Jason Tatum, ses pull-ups, là, ça rentre beaucoup moins, alors que le pull-up était quand même une de ses armes incroyables. Là, ça rentre moins. Il est bien défendu, les équipes sont concentrées. Bon, bref, voilà. Et les Sixers, puisque les Sixers là, c'est maintenant. Là. Les Sixers doivent se créer une dynamique. Les Sixers en mars, il faudra regarder leur calendrier, mais ils doivent avoir, normal, ils doivent avoir 14-15 matchs dans le mois, hein, entre 13 et 16. Faut en gagner un paquet, là. Faut se créer une dynamique, faut qu'il y ait le moins de monde possible à l'infirmerie, faut
faut niquer les fantômes du passé là. Putain, ils ont une fin de saison, mon pote. Quoi, c'est serré, c'est tendu le calendrier, tu veux dire? Ils ont besoin, les Sixers, de se mettre en route, et les Celtics ont besoin de retrouver un peu de leur superbe de début de saison, et évidemment d'avoir l'infirmerie la plus saine possible. Là, ça c'est le cas pour n'importe quelle équipe, vous allez me dire. Mais c'est vrai que ces deux équipes-là, on a fait il y a pas longtemps, il y a très peu de temps même, un apéro sur la forme incroyable des Bucks. Ils doivent s'en soucier, ils doivent se mettre en mode, il nous faut une dynamique courant mars, début avril pour arriver. C'est des équipes qui vont pas aller au play-in, hein. Donc c'est des équipes entre la régulière et le début des playoffs vont avoir une semaine. Elles ont, là, au moment où on parle, elles ont 4-5 semaines pour se foutre dans une bonne dynamique. Parce que sinon, attention aux grosses désillusions. Attention aux Sixers qui... J'ai dit Knicks Cavs, c'est l'un des premiers tours les plus sûrs. Il y en a un autre qui... Là, je sais pas, là, on le voit venir gros comme un camion. C'est le Sixers Heat. Et alors là, attention. Attention à ça, si t'es les Sixers. Avec Miami qui fait oh. Oh, bah dis donc. Jimmy Butler qui fait, comme il aime bien faire, fait Tobias Harris over me? Sure. Donc attention à ça. Si t'es les Sixers, que t'arrives pas avec une bonne dynamique, enfin pas la meilleure des dynamiques possibles en playoff et tout, et que tu te fais commencer à te faire rentrer dedans par le 8, ça peut vite tourner en autre boudin là dès la mi-avril. Attention. Ouais. Et côté Celtics c'est différent, ils ont plus de marge à mon sens que les Sixers, mais voilà, il y a un petit peu de haut de bas. On cherche la superbe du début de saison. On parle plus de Joe Mazzulla comme coach de l'année, alors que pourtant ouais, bah, c'est parce que mon Dieu, toutes les semaines, ouais, il faut en parler. Ça. Mais il faut en parler de ouf, tu vois. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a un côté, le soufflet qui retombe. Alors ça peut aussi être bien, parce ils sont un peu plus discrets du coup. Ça peut être bien, à condition de bien prendre ce mois de mars pour recommencer à mettre une bonne grosse dynamique positive. Donc dynamique Sixers Celtics, ça je vais regarder leur match, je vais regarder les replays, je vais regarder ce qui se dit, qui est blessé, qui est pas blessé, enfin tout ça quoi. Philly, je vais regarder par curiosité. Vas-y. Ouais, vas-y, raconte. À partir du 25 mars, Philly. Ouais. À Golden State, à Phoenix, ouais. À Denver, ouais. Contre Dallas, à Milwaukee, contre Boston, contre Miami. Ils finissent la saison contre Miami? Non, après ils finissent avec Atlanta et Brooklyn. D'accord. Et là on est le 9 avril. Voilà, c'est ça dont on parle. C'est ça dont on parle. Si vous êtes qui vous êtes, faut torcher ça. Ouais, ils l'ont montré en plus. Moi, il y a eu quelques matchs. Il y a eu des matchs, on a fait genre, wow. J'étais là, genre, yes, oh là, les Sixers. Quand ils sont comme ça, qu'ils en veulent, là, ils sont durs. Là, c'est contre qui qu'ils ont fait un... Le Philly Denver est incroyable parce que c'est un vrai test. Et après, plus récemment, ils ont fait un bon comeback. Ils ont fait un très contre Cleveland. Un très beau comeback. Memphis. À Miami. Ils ont pas joué Memphis. Contre Cleveland, ils ont gagné contre Memphis. Ouais, c'est celui-là. Tout à fait, ouais. En sortie de break. Très beau comeback contre les Grizzlies. Ah bah quand ils veulent, ils font des statement games. Mais alors après, ils sont aussi capables de dire... Ou ça, c'est où là récemment qu'ils ont fait genre? Ben voilà. Donc ça, ils peuvent plus se permettre. Faut se mettre dans une bonne dynamique. Côté Sixers vraiment, et côté Celtics, faut retrouver là une phase ascendante. Voilà. Ça va être beau ça. Un point court, rapide, efficace. C'est chaud sur le premier tour de la conférence Est, vous allez voir. Pêche. Ça va être zinzin. Tu sais que t'as des premiers tours là, attention. T'as pas envie. Tu sais que... évidemment, j'ai posé la question qui fait mal, parce qu'il y en a plein qui sont fans de cette franchise, mais on va encore avoir des playoffs sans LeBron? Genre c'est vers ça qu'on avance en fait? Excusez-moi, juste pour le contexte, l'année dernière, il n'est pas en play-off. L'année précédente, j'appelle pas ça des play-offs. Vous les avez joués au premier tour, ils se sont qualifiés via le play-in tournament. Anthony Davis était blessé. Et vous leur avez pété la gueule. Oui, d'accord. Mais en gros, là, on parle de quoi, là? Les Lakers sont en train d'essayer de se battre. LeBron, dans l'année où il devient le score le plus prolifique de tous les temps, avec AD, avec les mouvements qui ont eu lieu là autour de D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, qui apparemment va avoir son maillot retiré chez les Lakers d'ici la fin de la saison. On parle de quoi, là? LeBron, il va regarder encore les play-offs à la télé? Franchement, ça prend quand même le chemin. Hein. C'est de ça dont on parle en fait. Et je sais que si on regarde objectivement les Lakers cette saison, tu dis bah ouais frère, regarde, ils sont à la bataille avec le Thunder, ils sont à la bataille avec les Pels qui ont bien chuté. Les Blazers. Et les Blazers exactement. Donc c'est juste qu'on on a vécu ce record et on voit la fin de carrière de LeBron et on se dit de ne pas la prendre pour acquis, etc. Mais quand on se fout de la gueule au début de la vidéo de Jalen Green, de Kian Hayes. Mais si ça se trouve, LeBron, il va rejoindre ce groupe et il va regarder les playoffs à la téloche. Si ça se trouve, Alex, il regarde le play-in à la télévision. Parce que là, le contexte, c'est quoi? C'est qu'on vient d'apprendre qu'il y a 3 semaines, là, avec cette blessure, et donc il va être réévalué dans 3 semaines. Je te fais pas de dessin. La réévaluation dans 3 semaines, on est fin mars. En fonction des résultats des Lakers,
il existe un scénar où on ne revoit pas LeBron jouer au basket. Ouais, avant mi-octobre prochain. On parle bien de ça. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible. On va surveiller ça de près. T'as raison d'en parler. Donc la saison de LeBron, de son record, ça aura été un énorme anniversaire, un record, merci, au revoir, Là, pas de play-in. Sur les 3 prochaines semaines, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment un gros, qui est est-ce que Anthony Davis est capable d'enchaîner des matchs, ce qui voudrait dire que entouré de peut-être un D'Angelo Russell qui va revenir de blessure, mais avec des Schroeder, des Vanderbilt et tout, des Hachimura ou je sais pas quoi, tu peux gagner des matchs. Donc tu peux rester dans la course, ce qui voudrait dire que LeBron reviendrait toute fin mars pour quelques matchs et éventuellement essayer d'arracher le play-in. Mais oui, non, ça pue. Et quand bien même tu fais ça, il faudrait que derrière, sur un éventuel play-in, au moment où on parle, tu puisses avoir la possibilité de taper Utah, pourquoi pas, mais de taper New Orleans, faut voir, et derrière de battre par exemple soit des Clippers, soit des Wolves. C'est loin d'être gagné. Ou des Mavs, ou des Mavs, ou des types qui vont chuter exactement. Mais donc, en fait, c'est tout le temps comme ça à la fin de saison. On voit plein de bus qui avancent, dédicace à Simon, de bus qui avancent dans tous les sens. On oublie ceux qui vont être en vacances dans peu de temps. Je vais parler après des rookies, tu vas parler d'autres garçons. C'est un énorme bordel cette fin de saison. Au centre de ça, un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui vient d'être le score le plus prolifique de l'histoire, a fait ça contre le Thunder dans une défaite, et ça se trouve, on va pas le revoir jouer. C'est de ça dont on parle. Ouais. Bah ça pue la merde. Ouais, ça pue. Ouais, je suis d'accord. C'est nul. On a fait des classements, Alex, où on a dit les pires fins de carrière de l'histoire. Bon, après, c'est pas la fin de carrière, là. C'est pas la fin de carrière de LeBron. Si, c'est la fin de carrière, mais on sait pas combien il en reste derrière de ça. Exactement. Il est dans son prime, on a encore de la marge. Mais, putain, c'est ça, là, la route qu'on a prévue pour LeBron ? Ouais, c'est très chaud. Je vais observer ça, parce que l'autre, s'il peut pas compter sur AD, D'Angelo Russell, Malik Beasley et compagnie pour essayer de gratter un play-in, parce que si tu lui dis sur un play-in, allez, serre les dents, fais le cyborg, ouais, il va essayer de les capter. C'est pour ça que je dis que c'est pas fini. D'ailleurs, si t'as fini sur les Lakers, ça me permet d'enchaîner sur mon point suivant, qui est justement la course au play-off à l'Ouest. Oh bah alors là, mon pote. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes le classement, tu pars du 4e, qui est Phoenix, au moment où on fait cette vidéo, et tu descends jusqu'au 13e, qui est Oklahoma City Thunder, tu as 5 matchs d'écart. Ou 5,5. Enfin, c'est très serré. C'est un mouchoir de poche. Le 7e, les Clippers, c'est les Clippers. Ils sont en 33-32, 7e. Ouais. C'est-à-dire que c'est très serré. Il n'y a quasiment pas d'écart entre le 7e et le 10e, en fait. Non, il y en a pas. Les Lakers, dont tu parlais à l'instant, sont 11e, mais en fait, ils ont Portland et Oklahoma City dans leur short. Eux-mêmes sont dans le short des Pélicans. On ne sait pas si les Warriors ou les Mavs... On peut compter quand même sur les Warriors ou les Mavs pour essayer de se détacher de ce groupe play-in et d'essayer de garder leur place dans le top 6. Tu vois ? Ok. Mais il y a une bataille, là. Va y avoir... Enfin, je veux dire, les Nuggets, c'est quand même une avance sérieuse sur les Grizzlies. J'ai l'impression que la première place, ça va être compliqué de l'enlever aux Nuggets. Normalement. Ensuite, les Grizzlies, faut quand même qu'ils fassent gaffe aux Kings, qui sont pas si loin que ça derrière eux. Ok, les Kings, bon, faut voir si les Suns ou les Warriors peuvent faire un run de fou sur la fin de saison pour venir un peu les saouler et les bouger du top 3, mais ça va quand même être tendu. Par contre, après, quand t'es en dessous, c'est n'importe quoi. Je veux dire qu'à chaque fois, n'importe quelle équipe entre Blazers, Thunder, Pelicans, Lakers, Jazz, Wolves, Clippers, genre, si elle gagne 2 matchs de suite, ça se trouve, elle gagne 3 places, tu sais. c'est un truc de malade. Donc ça va être vachement intéressant à suivre parce que là, beaucoup de choses se jouent. Parce que là, tu viens de critiquer les Lakers. On va dire quoi quand les Clippers, ils vont finir genre 9e là, de l'Ouest? Alors peut-être qu'ils iront se battre en play-in, mais concrètement, on va raconter. Enfin, ça va être que le transfert de Paul George le 4 juillet est bienvenu. Tu vois, on va dire quoi? Pourquoi ils ont pris Westbrook? Ou on va dire, tiens, ça servait à rien, tous ces moves à la deadline. Bien sûr. On va encore dire, bah voilà, Kawhi, Paul George, c'est pas des leaders. Je sais pas ce qu'on va dire, mais tu vois. Le Diavero est déjà prêt. Hein. Les Wolves, c'est l'année 1 du projet. Bien sûr, c'est l'année 1 du projet, mais dis donc, voilà. Décevant, mais c'est l'année 1 du projet. Le Jazz. Bon. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Le Jazz, moi, je les voyais tanker. Les mecs ont joué. Là, ils vont faire allez-y, énormément d'attentes. Ouais, voilà, le Jazz, je pense qu'ils s'en foutent. Les Pels, rattrapés par beaucoup de blessures et décevants sur certains points. Bon, les Lakers, tu viens d'en parler. Les Blazers. Qu'est-ce que tu veux faire avec Qu'est-ce que c'est que ça? Faut en mettre 70 pour essayer de gagner un match. L'autre, il doit en mettre 70 pour sur les Rockets. Pardon, excuse-moi. C'est extraordinaire. Hein. Les pourcentages sont fabuleux. J'ai fait un papier il n'y a pas longtemps sur Lillard. Tu sais ce que je pense de Lillard. Parler de sa fidélité aux Blazers, voilà, et tout. C'est magnifique tout ça, mais c'est magnifique pour quoi faire? Pour peut-être même pas aller au play-in. Donc ils vont se battre.
C'est sûr, ça va se battre. Et donc, il y a vraiment une bataille à 6, 7, peut-être 8 équipes là. Trop bien. Genre où chaque match compte. Exactement. Et ça, c'est cool pour les fins de saison. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de matchs, ils vont compter de ouf là. Exactement. Notez bien, à partir de là, du 20 mars, d'ailleurs, notez-le aussi, il va y avoir du changement d'horaire, je crois, donc pendant 2 semaines, on va avoir les matchs 1 heure plus tôt en France, si je dis pas de conneries. Vrai. Oui, il y a ça en mars. Il va y avoir des matchs à partir du 20 mars où en fait, ça va être des main events. Même s'ils sont pas en antenne nationale, tu vas te dire genre, est-ce que je me couche tôt ce soir? Merde, Mavs Clippers ou Warriors Wolves. Blazers oh Wolves. putain, ouais, tout à fait, tout à fait. Tous les matchs vont être au coup près, et c'est aussi en ça que, vous l'avez vu sur la chaîne, on s'est marré il y a 2 ans. On va ressortir les boules de sel dans tous les sens. Le Play-in Tournament, putain. Mais extraordinaire. Le mec qui a créé ça. Ça va être extraordinaire. C'est génial, c'est génial. On se marre. Avant, on s'en battait. T'imagines là, quand, je sais pas, quand va y avoir un Blazers Clippers à la mort, à la vie, à la mort pour aller en playoff, pour aller se faire fumer par les Grizzlies ou les Nuggets au premier tour. Non, franchement. Ça, c'est génial. C'est... Non, voilà, donc ça, à suivre avec grande attention. La course au playoff à l'Ouest. Eh bien, ça tombe bien, puisque, transition aussi, il y a 2 joueurs que je vais suivre, mais dont je vais suivre les dossiers un petit peu hors terrain. Zion Williamson et Karl Anthony Towns. Ils font partie des joueurs que je vais observer. Pourquoi? Parce que tu as parlé de la chute des Pélicans. Donc, en fait, il y a toujours cette grande interrogation. C'est même pas une interrogation propre aux Pélicans, c'est une interrogation propre à la NBA. Quand Zion est là, ils ont dominé, ils ont été trop forts, c'était une darling. On en parlait tout le temps, il était énormissime. Au moment où on parle, ça tire la gueule. On l'a mis dans des courses au MVP, Zion. Complètement. Pour le moment, ça tire la gueule. On parle d'IRM, de retour la semaine prochaine pour essayer de voir ce que ça donne. Tout le monde respire avec des pailles en Louisiane parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec Zion. Avant qu'on tourne la vidéo, tu m'as même dit genre, est-ce qu'il va rejouer cette saison? Parce que la question est légitime. Ouais. Parce que si ça se trouve, il va pas rejouer. Donc, du coup, il y a un espèce de coup de poker. Soit Zion ne revient pas du tout, et on va se dire, putain, franchement, il y en a marre des saisons à 29 matchs. Là, ok, il a été très fort, il a été All-Star, mais vas-y. Est-ce que tu veux nous faire une saison complète? Là, tu viens d'avoir le gros contrat, stop. Il y en a marre de ce phénomène sur qui on peut pas compter. Et en même temps, si dans 10 jours, on a, hey, Zion is back le 15 mars. Putain, je peux te dire qu'il y en a qui vont commencer à flipper vénère. Hein. Parce que là, t'as pas envie de te le taper. Hein. Ah non. Lui et tous les jeunes, donc comme par hasard, Ingram maintenant il est en forme. Tu as dit il y a des choses qui sont décevantes, c'est clair. On avait dit que Willie Green était coach de l'année, on s'est tous calmés sur le dossier. Mais si t'as Zion qui revient et que Brandon Ingram lui aussi a pu être en forme, parce qu'il nous a lâché des très gros matchs là, depuis son retour, il a été énorme. Il a été énorme. Et on n'en parle pas assez. Mais si. Sauf quand je le prends en TTFL, c'est un fou. Ça. Je le prends en TTFL. Il te fait des Madison Square Garden. Ah ouais, bah oui, mais non. Et ça t'envoie des briques dans tous les sens. Ouais. Mais par contre, Zion, je veux voir quelle est la fin du dossier sur cette saison. Est-ce qu'il rejoue? Est-ce qu'il rejoue pas? S'il rejoue, est-ce qu'il est à 100%? S'il rejoue, ça fout quel bordel à l'Ouest? Parce que du coup, les Pels, ils sont capables de te refaire une saison dernière où ils ont fait un momentum, on s'en souvient avec Alvarado et compagnie, où ça a un petit peu secoué les Suns, etc. Et où le play-in, ils ont secoué les Clippers, ils ont secoué les Spurs. Attends, non, bien sûr, c'est qu'il est très chantage à jouer. Ça peut être un peu le poil à gratter. Pareil pour les Bulls. On a vu la saison d'Anthony Edwards, on a vu certains ajustements qui étaient pas mal, le retour de McLaughlin, les bons ajouts, les bonnes productions de Kyle Anderson, Taurean Prince et compagnie. Rudy qui parfois trouve sa place, parfois c'est un peu plus compliqué. Retour ou pas retour de Karl Anthony Towns? C'est un mec qui n'a pas joué depuis fin novembre. S'il revient, est-ce que tu es content de les jouer au play-in tournament ou au premier tour des playoffs potentiellement? Putain, est-ce qu'il est content s'il revient? Oh, il est content Karl Anthony Towns, non? Je sais pas. Oh, putain. Est-ce que les Wolves sont contents? Oui, quand même. Putain, le vilain. Non, il est content, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il rejoue, putain, moi je vais me dire, mec, update, je sais pas si t'es au courant, t'es plus le franchise player. Genre là, c'est très très net. Non, mais attends, au début de saison, on se disait, c'est quasi sûr. On hésitait. Ouais, on sentait que c'était le futur. Là maintenant, c'est acté. C'est le présent. Là. Tout à fait. C'est Anthony Edwards, et en dessous, 4, comment est-ce que tu reviens? Donc du coup, s'il revient, c'est dans quel contexte? C'est est-ce qu'il est capable mentalement aussi de se dire, je reviens dans les Wolves? Est-ce qu'il peut reprendre la place de Nasrid? Oh putain. Qui est grave fort. Qui assure Gobert qui va sur le banc. Jesus. Je sais pas, mais tu vois, il y a un moment, les Wolves vont se poser des questions. Donc, ça va être une chose à observer. C'est pour ça que j'étais obligé de mentionner bien sûr, c'est hyper intéressant s'il revient. Mais parce que là, il est censé revenir là, quand? On a des dates un peu? Je vais checker ça maintenant, mais le problème, c'est que... Bah oui, mais c'est les deux dossiers. Sur Zion, très clairement, c'est... Il va avoir une IRM sur sa cuisse droite, si je dis pas de bêtises, et après, on va avoir des updates là, dans les prochains jours. Si je tape Towns... Je vous tiens au courant, parce que Internet, parfois, c'est un peu compliqué. Eh non, tout va bien.
Tu t'y attendais pas à celle-là. Non, attends, ça vient de charger. Out indefinitely. Vas-y, frère. Ah oui, c'est pour ça que je te Non, mais demande. c'était le 20 janvier. Mais... On va avoir une update bientôt. Ouais, mais je crois pas que... Si, ça va revenir. Let's go. Ouais. Let's go. Il faut là. Peut-être. Quoi, Hein. Ça veut dire quoi? Qu'on dit que Carl Anthony Towns, sa saison elle est terminée? Bah, ça commence à être de plus en plus ça. Après, c'est pas fini, mais ça commence à être ça. Quoi. Eh bien, je veux bien le savoir. Auquel cas, Carl Anthony Towns, on va se retrouver cet été, on va faire. Alors, est-ce que tu connais Anthony Edwards? Est-ce que tu connais Jordan McLaughlin? Très bien. Voilà. Désormais, tu es leur soldat. C'est la team de Ant. C'est lui le All-Star. Donc je veux voir dans quel contexte il revient. Kat, il a été habitué à un seul rôle toute sa life à Minnesota. Ne pas faire les playoffs ou se faire rouler dessus par Clint Capella au premier tour. Et sinon, être le meilleur joueur d'une équipe qui ne va pas très loin. Là, il va être l'option 2. Est-ce qu'il revient maintenant ou est-ce qu'il le fait au prochain camp d'entraînement? C'est ma question. Point suivant. Les Kings. Eh ben, qu'est-ce qu'il a observé? Eh ben, il y a observé... L'histoire! Mais oui, pardon. Donc, c'est quasiment une certitude. Je veux pas leur porter la poisse, donc je dis pas trop fort. Mais enfin, les Kings vont revenir en playoff. De toute façon, on a nos poteaux Ils y vont, de la Kings Nation qui ont pris leur billet pour Sacramento. Ça a posé les 4 mois de vacances, là. Vas-y, Lolo. Moi, je leur ai dit, les gars, doucement, ça sert à rien de prendre le mois de mai. Hein, c'est pas non plus... Faut pas tant placer enflammé, mais bon. On y va. Non, mais franchement, c'est une des plus belles histoires de cette saison. C'est ce qui se passe entre les Kings et leur public et leurs fans. Même là-bas, la Light the Beam et tout, ils sont tous complètement tarés. Il y a une ambiance de fou furieux. On a vu un des matchs les plus dingues de ces 15-20 dernières années. Il y a les Kings dedans, quoi. Je veux dire, il y a eu 150 points de partout dans chaque équipe dans le temps réglementaire. Alors, je sais qu'il y a des aigris, il a commencé à m'expliquer. Il n'y a plus de défense et tout. C'était un match extraordinaire. Point barre. Point barre. Avec une intensité assez folle et des shoots qui rentraient. Enfin, c'était complètement dingue. Voilà. Qu'un Kawhi complètement incroyable et tout. D'Aaron Fox. Enfin, bref, voilà. D'Aaron Fox, parlons-en. L'autre, depuis 10 matchs, là, attention, hein. L'autre sur demi-terrain, à mi-distance, ça commence à devenir n'importe quoi. Bah, il est ultra clutch, là, depuis les 10 derniers matchs. J'ai mis ses stats. 10 derniers matchs, hein. 32 points, 7 passes, 55% au tir. D'Aaron Fox. C'est dans le 4e carton ou pas? Et il va chercher quasiment 10 lancers par match. Tu mets à ça du Sabonis, Mike Brown, qui est vraiment en course pour le coach of the year. La phrase. Non mais attends, vraiment. Il y a quelques bons petits soutiers là. Voilà, Harrison Barnes, tu sors Davion Mitchell du banc, Malik Monk en 6e homme, le rookie qui gagne Murray. Enfin, franchement, il se passe un truc vraiment cool. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que même si cette équipe défend pas ouf, c'est clair, ils prennent des valises de points, ils jouent dur, ils jouent intense. Et ils sont bien meilleurs que ce que je pensais sur demi-terrain, grâce au progrès de Fox et grâce aussi au fait que Domantas Sabonis est un joueur absolument incroyable et très compliqué à défendre sur demi-terrain. Donc oui, non, le retour des Kings en playoff, on verra qui ils vont prendre au premier tour et tout, et on verra les dynamiques. Mais ta saison, elle a déjà réussi. Le moment venu, on fera la preview évidemment. La preview des mais Kings les Kings sont là, ils sont en train de se dire, bon, ok, on peut être dans le top 3 de l'Ouest, jouer les playoffs avec à minima l'avantage du terrain au premier tour. Il y a un moment historique que vous pouvez vivre là d'ici le 10 avril, c'est le moment où par calcul, les Kings vont envoyer le tweet, on est officiellement de retour en playoff. Extraordinaire. Là, ça va être incroyable. 16 ans. Il y a des gens qui nous regardent, ils sont nés, ils n'ont jamais connu les Kings en playoff. d'une équipe pas en playoff. Hein. Bien sûr. C'est historique. Et on y va. Et par contre, elle touche du bois. Putain. Et vous nous faites pas un... Oh. Tu veux quoi? Comment ça? Vas-y. Bah l'écart n'est pas non plus... Ça va, ça tient là. Ouais. Non. Bon, qu'est-ce qu'on... Non. Tu sais qu'ils y vont là-bas, ils sont capables de porter la poisse. Hein. Non. La dernière fois Kings France, ils sont allés chez les Kings, il y a eu le Covid, d'accord? Non, mais ouais, bon, c'est dangereux, c'est clair. C'est clair que ce voyage est risqué. Ce voyage est risqué. Ne nous portez pas la poisse. Commencez pas à nous parler de trash talker si ça se passe mal, les gars, hein, parce que voyage là-bas. Moi, je touche du bois des deux mains. Bref, voilà. Moi aussi. Et ça, je vais suivre la fin de saison. Kings de retour en playoff. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'as d'autre? Alex en a fait un teasing en tout début de la vidéo. Il y en a qui m'ont posé la question. Alors, t'en penses quoi de ton nouveau coach? Quinn Snyder? Pas mal. Je suis très content. Au revoir, j'espère que Nate McMillan va bien et qu'il regarde la téloche. Hein. Putain. Quinn Snyder, alors ça, super, bravo. Ça a cassé le marché des coachs avant même qu'il ait lieu. D'habitude, c'est un peu le carrousel pendant l'été. Atlanta a pris Quinn Snyder, ils ont fait, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, on te prend, fais tes premiers steps. Et donc, installation des premiers principes. Je m'attends pas à des merveilles, parce que le travail va avoir lieu cet été.
main dans la main avec Landry Fields, de prendre des bonnes décisions autour de John Collins, autour de Clint Capella, autour d'autres garçons. Qui on garde, comment ça se passe, etc. Mais, on observe Quinn Snyder depuis longtemps à Utah. C'est un gars qui a une image de mec hyper structuré. C'est un militaire. Militaire. Le détail le plus précis possible. Et, je pense que tu fais partie, comme beaucoup de gens, de ceux qui se sont posé la question, c'est comment tu fits Quinn Snyder et Trae Young. Ah non, ça non. J'ai pas de stress avec ça. Non, c'est pas de stress, c'est une question de est-ce que Trae Young, dans l'évolution qu'il a en tant que joueur dans sa carrière, va rester, je schématise, un extraordinaire joueur offensif, mais où il y a des très grosses interrogations en termes de leadership et de défense. Est-ce que l'apport d'un coach comme Quinn Snyder, c'est aussi l'occasion d'avoir une très bonne connexion entre un coach et son franchise player, ce qui n'a pas été le cas avec Lloyd Pierce et Nate McMillan? Non, c'est sûr, c'est peut-être cette occasion-là. Et donc, est-ce que ça pose les bases? On a vu avec de l'intérimaire, c'était avec Nate McMillan, que les Hawks avaient fait un joli run. Je m'attends pas à ce qu'ils soient en finale de conférence cette saison, je te l'avoue. Mais par contre, c'est là qu'on va voir les bases. Est-ce que Quinn Snyder est capable, là, sur la fin de la saison, de montrer que le premier rendez-vous que tu veux avoir, c'est début octobre? Est-ce qu'on va faire les 30 primes en 30 jours en se disant putain, t'en souviens comment est-ce qu'ils avaient fini la saison? Putain, moi je veux voir les Hawks de Quinn Snyder. Je suis d'accord. De la régularité aussi qui a quand même pas mal manqué aux Hawks ces dernières années. Enfin, pas ces dernières années, cette dernière année. Ces derniers mois, ouais. Très ça peut être cool. Aussi, des choses qu'il a su très bien mettre en place au Jazz, c'est des attaques très collectives, plus collectives que celles des Hawks, qui étaient très Young centrées. Voilà, super jeu de mots. Mais c'est vrai. Donc il y a des choses à exploiter, il y a des bons joueurs à exploiter, donc ça j'y crois beaucoup. Quinn Snyder est peut-être un coach aussi capable de extrêmement bien cacher Trae Young en défense, tout simplement le cacher. Même si moi j'ai vu des progrès de Trae Young, j'ai vu des choses intéressantes en défense. Un petit peu. Vraiment, j'ai vu du vrai boulot par rapport à certains joueurs et tout. Donc moi, comme ça, sur le papier, je la trouve cool, l'alliage, je le trouve cool. Moi aussi, et je veux juste voir sur le terrain s'il va y avoir 2 ou 3 matchs où je vais me dire, attends, habituellement ce match on le connaît des Hawks et en fait ça abandonne. Ou là, putain, ils se sont battus parce que Quinn Snyder il a tapé, tu sais, cette espèce de look de temps mort de hey les gars, vous faites quoi? Ouais, puis t'as vu ce qu'il a fait avec l'attaque du Jazz? Ouais. Bah, moi j'ai l'impression que t'as des joueurs largement aussi forts offensivement là à Atlanta. Ah, il n'y a jamais eu autant de talent dans son effectif. Désolé Rudy, Donovan et compagnie. Tu vois? L'effectif d'Atlanta, s'il est dans les mains de Quinn Snyder et qu'il fait des trucs bien. Ah, dis donc. Ce qu'il a fait avec les mecs du Jazz, l'attaque qu'il a fait devenir, je pense qu'avec Atlanta, ça peut être intéressant. Et c'est no disrespect envers Bogdanovic et compagnie. Juste là, c'est vrai qu'Atlanta, t'as un potentiel qui est énorme. On va voir avec Quinn Snyder. Très très hâte, très content. Dernier petit point? Ouais, moi j'ai gardé le meilleur pour la fin. Phoenix. Oui, bien sûr, oui, je vais suivre le mois de mars et le début avril des Suns. Oui, excusez-moi. Parce que je pense que nous avons potentiellement devant nous un truc qu'on n'a jamais trop vu avant, et je suis d'accord, il y a du risque et tout, mais il y a un clic rapide possible. Genre, c'est possible que les Suns deviennent tout de suite une machine offensive complètement dingue. Ouais. Une machine offensive qui se crée donc en 20 matchs, quoi, grosso merdo, quoi. Parce que t'intègres un énorme joueur qui doit peser dans ton attaque, donc Kevin Durant, mais en même temps, c'est désiré des deux côtés. Des joueurs qui se connaissent déjà un petit peu, Chris Paul, Kevin Durant, on sait qu'ils se connaissent déjà et tout. Un joueur comme Kevin Durant qui est excessivement intelligent en attaque et qui est largement capable de foutre ses 28 points par match sans forcément jouer trop d'ISO, en jeu sans ballon, en profitant du mouvement, en prenant les tirs qu'il faut prendre et tout. Je pense que évidemment Devin Booker n'a jamais joué avec à côté de lui un joueur aussi fort en attaque, ça voilà, y a pas, c'est logique, et que ce duo peut être complètement dingo. Les deux jouent bien sans ballon, les deux peuvent créer, les deux ont ce côté un peu, je sais pas, ils ont ce côté, en même temps c'est des scoreurs qui aiment bien scorer, mais c'est pas trop des croqueurs. Booker un peu plus croqueur. Booker un peu plus Kobe croqueur que Durant quand même, mais voilà, Booker c'est aussi un joueur qui a montré qu'il savait laisser le jeu venir à lui et tout. J'ai beaucoup aimé, pour l'instant, j'ai vu qu'un match. Donc j'ai beaucoup aimé l'entame de match où t'as un drive de Durant, ça donne à Ayton, après t'as un drive de Booker, ça donne à Ayton. Alors attention parce que ça c'est l'enfer pour la défense. On a même pas trop eu le temps de voir Chris Paul. On a des mecs comme Okogie, Campaign, Damian Lee, Torrey Craig qui peuvent mettre leur tir dans le périmètre. Je pense qu'il y a à Phoenix une machine offensive complètement folle, où à l'ouest, en fait, seul Denver peut vraiment avoir une machine collective aussi folle. Pas Memphis?
Offensivement, oh bah non, Memphis offensivement c'est limite leur point faible, l'attaque, le shoot extérieur et tout. Memphis c'est surtout ça joue dur, ça grind. Il y a Ja Morant et la défense, mais pour moi l'attaque de Memphis n'est pas du tout au niveau de celle de Denver, hein, vraiment en dessous pour Dallas. moi. Ouais, Dallas, mais Dallas c'est plus héliocentré sur 2 gars. Là, je te parle d'une machine. Je te parle d'une machine où si Devin Booker est à 4 sur 18 au tir, bon, c'est peut-être pas si grave que ça sur un match. Et quand Kevin Durant passe sous la barre des 50%, ce qui arrive une fois par siècle, c'est pas grave non plus. Chris Paul, tu vois, les matchs l'année dernière, ou même il y a 2 ans, les coups de mou de Chris Paul, en attaque il n'y arrive plus, ou en défense il se fait cibler, bah là, t'as Monty Williams à l'opportunité de dire, tu sais quoi, on va jouer avec Booker, Okogie, Kevin Durant, Torrey Craig et DeAndre Ayton. Eh ben venez les gars, venez vous la mettre la fin de match. Et franchement, oui c'est un peu court. C'est sûr que aurait mieux fallu faire ce trade l'été dernier, c'est sûr. C'est un peu court, mais hop. Alors ça je vais suivre évidemment, parce que par de cœur, hein, mais aussi pour en tant que fan de basket, je veux dire, on a de la profondeur. On a du talent, on a de la variété. Non, mais t'as Kevin Durant dans ton équipe. On a une capacité à défendre pas si dégueu, c'est correct. Moi, c'est pas... la défense qui va me. Enfin, tu vois, genre. Comme je t'en ai parlé là, c'est la défense qui m'intéresse plus. Tu peux défendre. Ouais. Non, mais qui t'intéresse plus, tu veux dire, où il y a plus de découvertes à faire. En attaque, franchement. En attaque, tu savais. Ça va marcher. Tu savais que ça allait marcher. Mais moi, je pense que ça peut plus que marcher. Je pense que ça peut devenir, genre, un truc de fou furieux. Ouais, mais c'est tout à fait. Un truc indéfendable. Et je suis d'accord. Façon Warriors des grandes années. Dans un autre style, mais voilà. Et le seul moyen d'aller à la jusqu'au bout de vos attentes, ce sera pas avec une grosse attaque. Non. Ce sera aussi d'avoir une grosse défense. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné... Elle peut être bonne, hein, la défense. Elle peut être bonne. C'est ça, en fait. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que je me suis dit, attends, mais en fait, ils peuvent être très très bons défensivement. Là, il peut y avoir des line-up où tu respires plus parce qu'en fait, Ayton, KD, Chris Paul, Booker, plus ce que tu veux, même des Torrey Craig, même des Josh Okogie, même d'autres garçons, bah en fait, ils peuvent trouver différents moyens de t'asphyxier. Moi, je suis Memphis, ou je suis Denver. Évidemment que de voir Kevin Durant qui revient, mais en plus à Phoenix, qui était déjà une équipe qui avait vraiment des armes pour te faire chier. Là, je suis Memphis, je suis Denver, je suis Sacramento, tout ça, je fais putain. Ouais, je me suis battu pendant 8 mois, mais en fait... Toi, Denver, par exemple, j'adorerais, vraiment, je pense que ça peut être une série. Je pense que un Suns Warriors ou un Suns Nuggets, j'adorerais, parce que je pense que ça peut être des séries complètement dingues. Historique. Et toi, Denver avec Jokic, bon, évidemment, Ayton va pas museler Jokic, mais enfin, c'est un adversaire chiant. Jokic a souvent respecté Ayton pour sa capacité à le jouer. C'est athlétique, c'est mobile, il te fait chier les 2 côtés du terrain, enfin, tu vois, c'est chiant. Ensuite, bon, bah oui, ils vont t'envoyer Aaron Gordon face à KD, mais enfin... Sans manquer de respect à Aaron Gordon, c'est quand même une série compliquée pour lui qui se profile. Et ensuite, il y a encore Booker. Alors oui, il y a Kentavious, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, tu vois, genre... Ouais, fatigue. Oh, la grosse fatigue de ouf. Et j'ai même pas parlé de Chris Paul, parce que c'est pas que je le compte plus, c'est que on a compris qu'il avait vieilli et que il a sa grande expérience, sa technique, mais il a plus le même impact, là, depuis la série contre Dallas, là, depuis la fin de série même contre les Pélicans, il a plus le même impact. C'est différent. Après, je pense que du coup, en lui ayant rajouté Kevin Durant, il est dans son spot avec Booker qui revient de blessure, parce qu'il y a ça, on a oublié. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais les Suns c'était faible. Donc là, tu ajoutes Durant dans une équipe faible. Non, c'est une équipe blessée. Non, c'est vrai, il n'y avait pas Booker. Bien sûr. Avant que Booker se blesse, ça jouait bien les Suns cette année. Donc vraiment là, je vais suivre ça de super près parce que je pense qu'on a un énorme sleeper à l'ouest là, genre tu vois le truc que quel que soit leur classement, ils vont en avoir rien à battre. Durant, le rim sleeper. Durant, il a intérêt à prouver des trucs là. Enfin, je vais prouver. Bon après, il prouver, mais je veux dire, ramène sur un parquet qui prouve des choses, tu vois. Genre. Non, mais tu vois dans le sens, je veux dire genre si par exemple les Suns se font fumer au premier tour de playoff ou même en demi de conf dans des circonstances bizarres où Durant n'a pas été bon sur la série, on va tous dire oh gars, tu demandes ton trade, t'arrives dans une bonne équipe et t'es pas capable de porter un peu le délire quand ça va mal. Oh bah si, bah en tout cas moi c'est ce que je vais dire. Bah moi je serais patient, je dirais rendez-vous dans les 30 previews. 35 ans. Ouais, bah rendez-vous dans les 30 previews et ils auront une saison complète et on va faire je pense qu'ils n'ont pas le temps. Et j'espère qu'ils n'ont pas le temps. Moi j'ai pas le temps non plus. Il y a les idées claires. Rendez-vous en juin pour la finale Bucks Suns. Jesus. Voilà. En tout cas, oui, je pense que je suis pas le seul. On va tous regarder les 15 prochains matchs des Suns avec Kevin Durant. On va se dire, ok, alors comment ça marche? Alors fais voir un peu. Tu vois, ouais. Dans les rotations. Ouais. Voilà.
Évidemment les Suns. Je finis avec ouais, juste les petits parce qu'en fait on avait parlé souvent de ces perspectives en avant des playoffs et en fait je surveille chaque année, c'est un petit peu lent, j'en parle parfois avec certains sur Twitter, de ces fins de saison en fait je me concentre sur les rookies, c'est-à-dire la draft 2022 où évidemment on a eu des joueurs qui sont très très vite rentrés en rythme, les Paolo Banchero, Jaden Ivey, Bénédicte Mathurin, etc., etc. Mais en fait dans chaque cuvée de draft on a des joueurs qui abordent la NBA à leur propre rythme. Il y en a dès le premier jour, ils s'y font, et il y en a beaucoup qui, dans leur deuxième ou troisième saison, disent il m'aura quand même, je me souviens, il m'aura fallu 6-7 mois pour m'y faire, 4-5 mois, et j'ai eu un wall, et une fois que j'ai eu mon rookie wall et que j'ai compris les déplacements, là j'ai eu une discussion, j'ai eu un match qui m'a permis d'avoir un déclic, on le voit chaque année. Et donc du coup, sur la fin de saison, c'est des petits éléments, mais moi je les adore parce que vous savez, on vous les ressort en septembre-octobre pendant les 30 previews, donc je te donne quelques noms. Tu as dû observer comme moi, par exemple, que ce soit lors du match face aux Suns ou pas, que un Mark Williams, c'est un garçon à Charlotte dont on n'a pas du tout parlé, mais qui était génial à Duke et dont on parlait avant qu'il soit drafté. Et là, ça y est, enfin, Steve Clifford a ouvert les yeux et à Charlotte aussi, ils peuvent faire jouer Mark Williams. Et donc tu commences à avoir des matchs qui sont des matchs pour des geeks, mais où du coup tu as les matchs à 20 rebonds, à 10 points et dire bon, où il y a des kick-out pour Kelly Oubre dans les corners. J'ai vu des trucs hyper intéressants de la part de Mark Williams. J'adore. J'aime bien moi aussi. J'aime beaucoup. Je suis d'accord. Et en fait, c'est un truc dont tu ne pouvais pas parler au début de saison. Ça ne se mentionne qu'en deuxième partie de saison. Jérémy Sohan, t'es à San Antonio. En ce moment, moi, je me lève, je me dis putain, ce soir, les Spurs jouent, je vais focus sur Sohan. Les Spurs ne jouent rien, mais je veux voir ce que ça donne. Côté Houston. Il est bien meilleur en attaque que ce que je pensais, Sohan. Moi, pareil, complètement. Vraiment, il commence à prendre la confiance. Il se dit genre, attends, en fait, je peux drive et faire des trucs et finir et on m'arrête pas trop à l'arceau. Donc en fait, tu peux voir la courbe de progression. Tu peux voir d'autres garçons comme ça. On va voir ce qui se passe avec Utah. Ochai Agbaji, on n'a pas du tout parlé sur la première partie de saison, il a été transféré, et à Utah, ça y est, ils ont dit que c'est un intransférable. Est-ce que sur la deuxième partie de saison, tu as quelques matchs de Agbaji où il met des gros punch au scoring? Donc en fait, ceux dont on va parler lors des prochaines 30 previews en 30 jours, ce seront aussi des choses de ces fameux derniers 20-25 matchs. Ouais, bien sûr, les dynamiques qui se créent en fin de saison, que tu oublies un peu pendant l'été, mais qui en fait sont là. Exactement, parce qu'ils ont joué pour rien. Mais en fait, si tu joues pour rien et que sur 20 matchs, tu as montré que tu bilangues, que vraiment tu as ta place en NBA, souvent ça se traduit en NBA. Et puis, évidemment, il y a des rookies qui vont continuer très haut, il y en a qui vont chuter un peu, il y en a qui vont avoir moins de temps de jeu pour faire la course à Scoot Anderson et Victor Wembanyama. Donc surveillez bien un peu les sleepers de cette draft, je sais pas qui j'avais un peu pu noter là, que je revoyais le tableau, peut-être que Shaedon Sharp, si on voit qu'à Portland, il y a un peu moins de chances de jouer les playoffs, il va avoir plus de temps de jeu, on va faire genre wow, tu as vu le match Ça s'était passé comme ça par exemple pour Anthony Simons, où lorsqu'il a eu un peu plus de temps de jeu, on a fait il peut mettre 30 points et c'est devenu une jeune star. Donc les rookies de cette QV qui peuvent se faire une place, les 20 derniers matchs, c'est votre occasion, c'est leur occasion d'envoyer un message qui va leur permettre d'aborder le camp d'entraînement de la saison prochaine avec confiance. C'est hyper important. C'est bien. Voilà pour nos 10 points. Magnifique. Évidemment, la bataille Giannis-Jokic pour la course au MVP. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Pop va jouer va coacher son dernier match en carrière, etc., etc. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'on va voir les derniers matchs de Demar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ensemble avant que cet été ça bouge? Plein de choses à observer sur cette fin de saison. On vous retrouve dans les commentaires et bientôt sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.